Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Et d'abord, comme un pont entre les deux rives de la Méditerranée, le MUSEM est inauguré à Marseille. Et puis vous découvrirez les dessins de Philippe Cogniet. Nous recevons le peintre et dessinateur exposé en ce moment aux Beaux-Arts. Enfin, aussi fascinant que fragile, la tradition du verre soufflé de Murano fait l'objet d'une grande exposition. Et d'abord, donc, bonjour à Philippe Cogniet. Bonjour. Alors, on vous connaît plutôt pour vos peintures, mais ce sont donc bien de vos dessins qu'on va essentiellement parler dans quelques instants. Ils sont à voir aux Beaux-Arts ici à Paris jusqu'au 19 juillet. Mais on va commencer, j'imagine que vous avez suivi en tant qu'artiste un peu ça, le MUSEM inauguré à Marseille. Ça vous donne envie? Ah oui, d'aller voir, oui, tout à fait, parce que l'architecture est magnifique. Ce que j'en ai vu, je ne l'ai pas vu réellement encore, mais je pense que cet été, je vais faire un tour à Marseille. Vous allez faire un tour, vous allez découvrir Absolument. un peu aussi le contenu, puisque c'est vrai que c'était une inauguration très attendue. Après 12 ans d'hésitation, de discussion, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée est donc enfin inauguré à Marseille. Un magnifique bâtiment signé Rudy Ricciotti, des expositions permanentes et temporaires, le tout dans un seul et même objectif, rapprocher les deux rives de la Méditerranée, comme nous l'explique Valérie Labonne. Le MUSEM se veut résolument tourné vers la mer. Cette mer Méditerranée, berceau des civilisations, du monothéisme et de la citoyenneté. Après 4 ans de travaux, ce bâtiment en dentelle de béton est enfin sorti de terre, avec pour horizon la Grande Bleue. C'est une ouverture vers le monde. La Méditerranée, d'abord, c'est un cas particulier d'une histoire de l'humanité. Histoire qui s'inscrit dans un cadre global. Et la Méditerranée, effectivement, c'est aussi le lieu d'une ouverture. C'est assez intéressant de voir qu'une mer fermée va produire, au contraire, un éclatement du monde. C'est grâce aux sciences arabes, à la cartographie juive et à la maîtrise chrétienne de la navigation que les marins sont partis à la conquête du monde. Plus qu'un musée ethnographique, le MUSEM se veut être à la croisée des chemins. Ici, on traverse les siècles et les flots pour comprendre ce qui sépare et relie les peuples de la Méditerranée. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus cette obligation d'être enfermé dans telle ou telle discipline. Et c'est pour ça que je dis souvent que nous sommes un musée du XXIe siècle et pour le XXIe siècle. Peut-être sommes-nous, au fond, représentatifs d'une nouvelle génération de musées de société qui, s'ils ne s'ouvrent pas à cette approche pluridisciplinaire, risquent de lasser leur public. Avec ses 45 000 mètres carrés répartis en 3 bâtiments, les visiteurs font des allers-retours incessants dans les 10 000 ans d'histoire. On y observe la mosaïque des peuples méditerranéens, on y explore aussi l'actualité politique et culturelle avec les expositions temporaires, printemps arabe, mariage gay, port du voile. Le MUSEM, c'est une passerelle entre les peuples qui a pour objectif de transporter près de 300 000 visiteurs par an. Voilà, donc rendez-vous à Marseille pour aller voir ce très beau MUSEM. Philippe Cogniet, on en vient à vos dessins exposés aux Beaux-Arts ici à Paris. Et d'abord, on va regarder quelques images ensemble. Alors Philippe Cogniet, ce qu'on vient de voir, ce sont des œuvres qui sont finalement très peu montrées parce qu'on vous connaît beaucoup plus pour vos peintures. Justement, c'est l'occasion de découvrir quelle est la place du dessin dans votre propre carrière. Comment est-ce que ça s'articule avec votre travail de peintre? C'est effectivement une partie de mon travail qui est, comme vous le dites, un petit peu cachée. Pourquoi? Parce que peut-être je pratique beaucoup plus, enfin je fais beaucoup plus de peinture que je ne fais de dessin. Le dessin est fait en parallèle à la peinture. Rarement précède le projet pictural. Hein. C'est aussi D'accord, c'est pas des projets qui deviendront des peintures. Non, non. Aujourd'hui, non. Je dirais ils sont souvent faits à côté. Je parle souvent de films que je fais moi-même ou de photographies pour faire mes peintures, y compris mes dessins. Même si parfois j'ai des objets ou des éléments qui sont autour de moi et que je dessine directement, ou quand je me balade, des fois il m'arrive aussi de croquer des choses et de les prendre. Et alors on le voit, on l'a vu là sur les images, quasiment essentiellement du noir et blanc. C'est un choix, j'imagine, délibéré. Pourquoi ?
Oh là, c'était un choix très précis et très délibéré pour l'exposition de l'École des Beaux-Arts. Oui, parce que vous avez fait une sélection parmi tous vos dessins, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'était une vraie volonté. Enfin, quand j'ai discuté avec Emmanuel Brugerolles, et puis j'ai un ami qui est Olivier Veil qui m'a aidé, parce que c'était un... Pour sélectionner, c'est jamais Oui, facile, parce qu'on a travaillé ensemble, il a fait l'interview, mais avec les personnes, on s'est entendu pour que l'exposition ne concerne que très peu de thèmes et que ce soit que des dessins noirs et blancs. Parce que bien sûr, je travaille aussi, je fais des aquarelles, je fais tout un tas d'autres choses, et j'aborde bien d'autres sujets aussi. Alors, vous l'avez expliqué, comme pour la peinture, vous travaillez à partir de photos, souvent, les 3 quarts du temps, et vous avez, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre technique qui était un peu devenue une marque de fabrique pour vous, notamment dans votre travail de peintre. C'est-à-dire que très vite, j'ai privilégié une technique, une matière qui est l'encaustique, la cire d'abeille mélangée au pigment et on peint à chaud. Et dans mon travail, il y a toujours cette idée de construire, y compris dans le dessin, où on voit à la fin et de détruire, ou d'être à la fois dans un flou un petit peu. Justement. Oui, mais ce flou, c'est plutôt l'usure du temps qui passe. J'ai toujours cette idée que les choses ne sont là que pour un temps très court. C'est pour ça que les sujets que j'aborde sont souvent liés à cette sorte de vanité comme ça, à cette notion du temps qui passe et à cet écroulement. Et je dis que dans l'écroulement, malgré tout, il y a renaissance d'une nouvelle chose. La vie, c'est un cercle continu comme ça. Et donc, pour mettre ça en place, en évidence, évidemment, à un moment donné, je voulais détruire l'image que j'avais construite et la cire se réchauffant très vite à la chaleur, en imposant un film rhodoïde sur la surface de la peinture encaustique, sur la cire. Et je réchauffais avec un fer à repasser cette surface, je réchauffe, ce qui donne ce côté très flou. Ouais. Alors justement, vous en parlez un peu des thèmes que vous abordez dans votre travail. Là, on le retrouve, que ce soit dans vos peintures, dans vos dessins, vous en avez parlé. Il y a l'architecture, les paysages, les crânes aussi. Là, il y a eu beaucoup de containers dans ces dessins. Justement, vous voulez faire une réflexion sur notre monde d'aujourd'hui ? Oui, moi, j'ai envie de dire, je n'ai pas tellement d'imagination, ou je n'ai pas tellement envie d'en avoir. Donc, je suis quelqu'un un peu feignant pour ça. Je préfère regarder ce qu'il y a autour de moi. Puis finalement, je prends ce qu'il y a autour de moi, exactement ce qu'il y a autour de moi, je le ramène dans l'atelier. Et c'est pour ça que je filme beaucoup, je me déplace pas mal. Et parfois, je vais même chercher ça sur l'ordinateur. Et je ramène ça dans l'atelier et je transforme ça à ma façon. Parce que je me dis que tout ce que je vois, les autres le voient. Et il y a quelque chose, donc quelque part j'essaye de leur parler de ce qui est autour de moi. Et d'avoir votre propre regard, et à noter qu'on n'a pas le temps d'en développer plus, mais que depuis 2006 vous utilisez des images satellites de la Terre, ce qu'on appelle le Google Earth notamment. Oui, parce que j'avais trouvé avant, je me déplaçais dans les villes, je me déplace toujours dans les villes, ceci dit, j'adore voyager du monde entier, comme ça, dans les mégalopoles, parce que pour moi ça me fascine toujours de voir plusieurs millions d'habitants concentrés dans un espace très restreint. Puis un jour, je tombe, parce que j'ai travaillé avec l'appareil photo, la caméra, après l'ordinateur est arrivé, j'ai vu Google Earth arriver, j'ai dit mais c'est fantastique, on n'a même plus besoin de se déplacer. On est là dans cet atelier, on a ce monde-là. Et j'ai récupéré ces images, je trouvais que c'était très intéressant, ça n'a jamais été fait avant, pour les réintroduire cette vision verticale que personne n'a dans la peinture. Et en plus, il y a quelque chose, je veux dire, de quasiment qui rejoint l'abstraction et qui rejoint cette histoire de réseau, de circulation. Donc il y avait tout un monde là à exploiter. À exploiter. Et on va noter que vos peintures, puisque là on parlait des dessins aux Beaux-Arts, mais vos peintures sont à voir au musée de l'Hospice Saint-Roch. C'est à Issoudun, près de Bourges, jusqu'au 1er septembre. C'est bien de le noter. Des petites villes qui se dotent de musées. Vous restez encore un peu avec nous, Philippe Cognier. On va prendre la direction de l'Italie, près de Venise, où perdure un savoir-faire ancestral, le travail d'une matière qui fascine par sa couleur, sa transparence. Le verre soufflé, une demi-douzaine de maisons perpétuent la tradition sur l'île de Murano. Pour la première fois, une grande exposition lui est consacrée à Paris. Monumental et fragile à la fois, le verre de Murano se dévoile. 200 pièces de grande précision et de travail des couleurs. À travers les reflets, les visiteurs découvrent 7 siècles de tradition. Le côté onirique de certains objets, de certains vases en particulier, les couleurs, les formes intemporelles. Ah ben écoutez, il y en a qui sont vraiment magnifiques, vraiment d'une finesse, et puis vu à la période à laquelle ça remonte aussi, c'est ce qu'il faut voir.
C'est un savoir-faire qui remonte à la Renaissance, sur une petite île de Venise qui ne vit que pour le verre. Dans cette soufflerie, l'artisanat des maîtres verriers se transmet de génération en génération et il y a des secrets que l'on préfère garder au chaud. La composition du verre, c'est du sable, de la soude et du potassium. Ce sont les couleurs qui font la particularité du Murano, les minéraux que l'on utilise pour les faire. Mais le vrai secret, c'est le tour de main. C'est l'artiste qui s'exprime. Le geste doit être précis. Chacun des maîtres verriers produit 8 pièces par jour, dans une chaleur étouffante. Leur four fonctionne à 1100 degrés. C'est un travail tellement fatigant, tellement éprouvant, qu'il ne peut se faire que si l'on est passionné. Il y a la passion, certes, mais aussi la créativité, qui ont permis à Murano de rester une référence à travers les siècles, dans le monde entier. Voilà, vous pouvez noter que l'exposition Murano Fragile est à voir au musée Mayol à Paris jusqu'au 28 juillet prochain. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore à Philippe Cognier d'être venu nous parler donc de ces dessins qui, je le rappelle, sont à voir aux Beaux-Arts ici à Paris jusqu'au 19 juillet. Merci à vous. Merci. Et on va se quitter avec sans doute le héros le plus connu de la bande dessinée, Tintin, planche originale, mais aussi figurines et albums. En tout, 550 objets signés Hergé vont être mis aux enchères. Je vous laisse découvrir. Merci à tous de nous avoir suivis.